Bonjour, ici Pascal Girard. Bienvenue au Cercle de presse du Saguenay. Cette semaine, il sera question d'économie alors que nous recevons le président du Conseil du patronat du Québec, M. Yves-Thomas Dorval, qui viendra exposer ses vues sur le développement économique du Québec et sur le gouvernement marois. Bon cercle. Donc, je vais laisser la parole à M. Dorval pour son introduction. Par la suite, on va passer à la période de questions. La première question ira à Mme Catherine Delisle du Quotidien et j'inviterai aussi les autres collègues à me faire signe de la main. Donc, M. Dorval, merci d'être là et à vous la parole. Merci de l'invitation. C'est toujours avec plaisir que je viens ici, non seulement dans mon rôle actuel, mais j'ai une carrière de 35 ans d'affaires publiques, alors je connais bien le salle de presse pour avoir accompagné plusieurs présidents ou même politiciens il y a bien des années. Alors, je suis bien heureux. C'est particulier, le salle de presse. Vous le savez, parce que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean savent qu'ils sont particuliers, mais je vous le répète, c'est particulier. Puis c'est peut-être dû aussi à la présence des techniques en communication au Cégep Jonquière. Je ne sais pas si ça a un impact, mais moi, je pense que oui, parce que vous avez une dynamique qui est unique. Puis je voudrais saluer cela ce matin. Écoutez, je vous ai laissé une pochette, non pas avec quelque chose de nouveau, mais avec des communiqués de presse qu'on a diffusés dans certains cas, mais qui ont trait à ce que je vais vous parler un petit peu ce matin, dans 5 dossiers. Et je vais vous dire, je ne vous raconterai pas la même histoire que ce midi, parce que ce midi, je vais raconter une autre petite histoire, mais que je peux quand même partager avec vous. Quand j'étais venu au Cercle de presse, j'avais parlé un peu d'un bulletin sur la prospérité qu'on avait fait et qu'on fait annuellement au Conseil du patronat, avec les résultats qu'on avait sur 21 critères pour comparer le Québec. C'est de ce dont je vais parler ce midi. Mais comme j'en ai déjà parlé avec vous, je ne répéterai pas la même chose que j'ai déjà faite en passant. Mais ce que je vais faire ce midi, je vais expliquer, dans le fond, le résultat de 3 recherches qu'on fait régulièrement ou qu'on a fait plus spécifiquement au cours des dernières années. Premièrement, on a un résultat global en matière de croissance économique ou de PIB qu'on appelle, produit intérieur brut. On a un résultat au Québec qui est bien connu. C'est un résultat qui situe le Québec, malheureusement, en bas de la moyenne d'États comparables, que ce soit avec d'autres provinces comparables. Évidemment, là, je ne compare pas avec l'île du Prince-Édouard, mais je vais comparer avec l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta. Et mon ton grippé, je m'en excuse, mais j'ai frappé vraiment une grippe d'homme. Puis vous savez, c'est bien particulier, les grippes d'homme. Alors, ça explique le ton nasillard de ma voix ce matin. Donc, je reviens à mon histoire. C'est qu'on essaie de déterminer quels sont les déterminants de prospérité, et c'est ça qu'on a dans notre bulletin sur la prospérité. Qu'est-ce qui explique notre résultat? Donc, on ne s'attaque pas aux résultats, mais on s'attaque plus aux déterminants. Ça, c'est le premier résultat de recherche que je vais partager avec les gens ce midi à la Chambre de commerce. Le deuxième élément, mais vous pouvez me poser quand même des questions à ce sujet-là. Le deuxième élément, c'est on a fait une étude un petit peu un peu différente. C'est qu'au lieu d'aller voir des faits ou des déterminants économiques, on est allé plus sur des questions de valeur sociétale, parce qu'on essaie de comprendre pourquoi il y a des différences comme celle-là. Parce qu'au Québec, on a des atouts extraordinaires. Et là, je peux vous en nommer de très nombreux. Ça va à des atouts naturels. Par exemple, on a des ressources naturelles en quantité incroyable. Mais ça va aussi sur le plan humain. On a une créativité, par exemple, au Québec qui est vraiment particulière. On a des éléments, on a des bonnes institutions, on a un climat social. Vous savez, quand on regarde à l'échelle planétaire et qu'on pense à différentes industries, il y a beaucoup d'industries qui peuvent avoir peut-être des conditions moins coûteuses en Afrique, en Moyen-Orient, en Asie ou en Amérique latine dans certains cas. Mais la réalité, c'est que ici, on a aussi une stabilité géopolitique, on a une qualité de vie, on a une sécurité dans nos rues, etc. Donc, on a des forces au Québec et on a certaines faiblesses. On est allé voir un petit peu plus sur le plan sociétal. Qu'est-ce qui fait un petit peu la différence en analysant des sondages, par exemple, sur les valeurs ou sur les perceptions? Et troisième message que je vais faire, c'est parmi les résultats de ça, il y a clairement une problématique entre ce que la population en général a comme confiance à l'égard de différents métiers.
Et c'est assez fantastique de voir à quel point, au cours des 10-20 dernières années, il y a une croissance phénoménale de la confiance envers les professions qui touchent les relations humaines. Je parle des médecins, les juges, les infirmiers, etc. Puis comment, pendant la même période, la confiance envers les professions qui touchent à l'argent a diminué de façon drastique. Après le Québéking, qui était devenu très, très important, là, à un moment donné, la confiance que les gens, par rapport aux banquiers, aux gens d'affaires, totalement à l'inverse. Alors, je vais parler un peu de ça et le résultat de la recherche qu'on a fait, c'est comment les gens d'affaires peuvent peut-être mieux faire pour, je dirais, passer leur message et solliciter peut-être davantage d'appui de l'opinion publique sur la question de la prospérité économique. Alors, ça fait un tour d'horizon, là, c'est ce que je veux parler ce midi, donc je vous invite à y aller, puis vous pouvez poser des questions. De façon générale, au Conseil, on a une mission principale. Une mission qui est de s'assurer des meilleures conditions possibles pour prospérer. Et on a 5 priorités que nos membres nous ont données lorsque je suis arrivé au Conseil du patronat il y a 4 ans. La première, c'est avoir accès à une main-d'œuvre disponible et de qualité, donc toute la question d'éducation, formation, immigration. Deuxième, c'est capital humain à un coût concurrentiel. Donc, tout ce qui touche la masse salariale, pas nécessairement la rémunération des salaires, ça en fait partie, mais c'est aussi tout ce qui concerne la masse salariale. Donc, tous les programmes, les cotisations qui font en sorte qu'il y ait des cotisations sur la masse salariale. La réglementation intelligente, c'est-à-dire une réglementation qui vise des objectifs de résultats plutôt que des processus et des moyens. Quatrième priorité, puis ils ne sont pas dans l'ordre, ils sont tous sur le même ordre. Des finances publiques saines pour une fiscalité concurrentielle, donc toutes les questions de budget, de fiscalité, et ainsi de suite. Et finalement, l'économie durable. Économie durable, et non pas, j'ai utilisé le mot économie durable plutôt que développement durable. Parce que développement durable, c'est 3 piliers. L'environnement, le social, l'économie. Et nous, dans l'économie durable, on va toucher principalement le social et l'économie durable, et l'environnement étant une dimension assez spécifique. Et on a créé, il y a plusieurs années, un satellite qui s'appelle le Centre patronal en environnement, qui s'occupe plus de ces choses-là de façon plus spécifique. Nous, on s'occupe plus de l'aspect économique et social. Ça fait moins de groupes aussi avec lesquels se coltailler ou se confronter. Je pense qu'on a déjà assez avec les syndicats, avec certains groupes sociaux. On va laisser les groupes environnementaux se coltailler avec d'autres personnes. Donc, ces 5 priorités-là, vous avez, par exemple, des choses qui sont dans l'actualité depuis en 2013 qui touchent ces éléments-là. Je vous en donne un exemple. Le projet de loi sur les mines, on parle d'économie durable. Dans l'économie durable, il y a l'exploitation responsable de nos ressources naturelles, il y a l'innovation, il y a l'entrepreneuriat, etc. Alors, je prends pour exemple le projet de loi sur les mines qui a été déposé par le gouvernement. On a déjà connu dans au Conseil du patronat des années où est-ce qu'on était un petit peu plus idéologique et depuis 4 ans, on est beaucoup plus pragmatique. C'est-à-dire, on essaie de voir les faits et on essaie de souligner les bons côtés comme les mauvais côtés des choses. Alors, quand il y a un projet de loi, on intervient et on essaie de souligner les bons côtés et les mauvais côtés. Ça fait moins croustillant pour certains journalistes qui aimeraient ça, toujours la confrontation, mais je trouve que ça reflète plus. D'abord, le Québec est... J'ai eu une discussion avec quelqu'un tout à l'heure. Le Québec est pas nécessairement aussi polarisé là, qu'on retrouve dans certaines autres sociétés. Puis on donnait l'exemple aux États-Unis, les démocrates et les républicains là, qui sont quasiment irréconciliables, et d'autres régions. On est quand même un peu plus centriste. Alors, à quelque part, aussi, on croit au dialogue social. Donc, c'est important de se ménager des portes ouvertes pour le dialogue et non pas les fermer tout de suite avec des prises de position trop fermes. Donc, projet de loi sur les mines, je vais vous donner quelques exemples. Je pense qu'il y a un effort réel du gouvernement pour essayer de trouver un compromis entre les entreprises minières, par exemple, et les municipalités. Hein, vous savez que dans le projet de loi minier qui avait été déposé, il y a eu 2-3 versions avant, là, il y avait des préoccupations de la part des entreprises minières parce qu'il y avait un pouvoir au niveau des municipalités qui était tel que les mines ne pourraient plus savoir, ou les exploitants, ou les explorateurs ne pourraient plus savoir où s'en aller. Alors, ici, on a dit, bien écoutez, je pense que c'est important que les municipalités régionales de comté puissent faire leur schéma d'aménagement et puissent déterminer quelles sont les zones qui seront propices ou non propices au développement minier. Ça, c'est un exemple. Je pense que c'est correct de faire, parce que la population locale doit se donner aussi un certain environnement dans lequel ils vont prendre des décisions, mais en même temps,
Une fois que le schéma est fait, bien là, on sait où est-ce qu'on s'en va. Il y a de la prévisibilité. Parce que dans le domaine des affaires, si on n'a pas de prévisibilité, on ne réussit pas à générer des investissements suffisants parce qu'on ne sait pas si on va avoir un retour sur notre investissement. Ça, c'est des éléments qui sont intéressants. Par ailleurs, dans le projet de loi, il y a des éléments. Nous, on ne dit pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais il y a des éléments sur la question des exigences pour la transformation. Ici, je suis dans une région qui fait de la transformation. Alors, je pense que c'est très important pour vous, ce sujet-là. C'est pas qu'on est contre la transformation. Vous savez, parmi nos membres, nous, on est une confédération d'associations sectorielles. Alors, pour nous, les manufacturiers exportateurs sont aussi importants que les minières ou les forestières. Donc, c'est important de faire de la transformation. Et ça génère aussi de la richesse dans un État, ça, de la transformation. On appelle ça une chaîne de valeur, hein, où est-ce qu'on ajoute de la valeur quand on fait de la transformation. Mais il y a un autre élément qu'on doit faire attention, c'est que dans le domaine des affaires, on doit répondre à la demande aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la créer, la demande. C'est pas parce qu'on dit on va faire de la transformation que nos clients vont vouloir l'acheter. Alors, la question ici, c'est au niveau du stade, que ce soit la ressource naturelle à l'état brut, semi-transformée, transformée jusqu'au produit fini, il faut s'assurer d'abord et avant tout d'avoir un marché, d'avoir des acheteurs. Alors, c'est pas tout d'avoir une volonté de faire de la transformation s'il n'y a pas de clients. On va faire de la transformation, mais on ne la vendra pas. Alors, c'est pour ça que les études de faisabilité de la transformation, ça doit dépendre d'abord et avant tout de la capacité des acheteurs de les acheter. Alors, si l'acheteur, lui, il n'en veut pas de produits transformés parce que lui, il la transforme chez eux. Lui, ce qu'il veut, c'est le produit à l'état brut. Bien, c'est clair que c'est ce qu'on va leur fournir. Et si, par contre, on est capable de favoriser plus de transformation, puis ça, on est pour ça. Je prends l'exemple de l'Association de l'aluminium, parce que ça touche la région ici en particulier. Ils font des efforts inouïs depuis 2 ans en particulier, là, pour essayer de faire la promotion de la transformation ici. Mais pour faire la promotion, il faut qu'il y ait une demande. Je vous donne un exemple très simple. Si on continue à produire, par exemple, au Québec, on ne produit pas de véhicules de transport individuels, des automobiles, tout ça, on n'en produit pas. Mais on produit des véhicules de transport collectif. On produit des autobus, des autocars, on produit des trains, etc. Or, si je prends l'exemple des autocars, les autocars sont produits en acier. On a des ressources qu'on a ici, comme l'électricité, en abondance, puis on a de l'aluminium. Il se trouve que si on veut avoir des véhicules de transport en commun électrique, il faut avoir comme composant dans le véhicule un véhicule léger. L'aluminium est un matériel léger. Donc, il y a un avantage. Mais il faut que les clients qui fabriquent les autocars décident aussi d'en fabriquer en aluminium, etc. Donc, ce que je suis en train de dire, là, c'est que c'est pas parce qu'on veut produire de l'aluminium puis la transformer ici qu'on est capable de faire si le client ne l'achète pas. Il faut convaincre. Et c'est intéressant, la Charte du bois, par exemple, c'est un bon exemple, où est-ce que, là, on a dit, le gouvernement peut être un catalyseur aussi. Dans ses propres, comme donneur d'ordre, dans ses propres exigences, ils peuvent demander aux fournisseurs de faire davantage de choses en bois, puisque les technologies existent aujourd'hui, puisque le produit, c'est une ressource renouvelable, le bois. Pendant longtemps, on a pensé que l'exploitation de nos forêts pourrait être négatif pour l'environnement, mais si on fait un rebasement adéquat, puis il y a beaucoup de pays scandinaves qui ont démontré que ça se fait, alors la ressource de bois, c'est une ressource renouvelable. Et si on le regarde en termes d'efficacité énergétique, de gaz à effet de serre et ainsi de suite, il y a aussi un potentiel. Alors, la Charte du bois est un bon exemple d'une intervention gouvernementale, je pense, qui est bien acceptée par l'industrie du bois, puis qui va être bien acceptée par l'ensemble de la population. Donc, on ne peut pas exiger de faire la transformation du bois ou de l'aluminium, mais en même temps, si on travaille plus sur la demande, ça c'est comme dans tout, si on veut améliorer les performances en environnement, c'est pas tout dire aux entreprises, il faut que vous soyez meilleurs, il faut que la demande pour les produits qui vont peut-être être plus coûteux ou différents soit là aussi. Donc, il faut travailler sur la demande autant que sur l'offre. Je vous donne 2-3 exemples. Je vous arrêterai peut-être là-dessus, M. Dorvan. Inquiétez-vous pas. Vous avez des questions, hein? OK. Alors, avez-vous des questions pour mes réponses? Passez vos feuilles, je vais vous proposer vos communiqués. Donc, on va passer aux périodes de questions. J'avais annoncé Catherine Delisle du Quotidien, qui sera suivie par Vicky Boutin et Laval Gagnon. Donc, Catherine Delisle. J'aimerais savoir si depuis l'arrivée du Parti québécois, vous avez remarqué qu'il y avait moins d'investissement dans le secteur privé. Puis une deuxième chose, si le président me le permet, dans votre message. Deuxième tour, Catherine? Ça va revenir vite, ça va revenir. Je ne veux pas mélanger vos processus, puis ça ne me dérange pas en tout. Écoutez, la première des choses,
on ne peut pas lier à une conséquence, à une cause, une source un problème qui est mondial. Hein. La question de l'investissement, là, c'est mondial. Hein. Il y a une problématique économique, il y a une instabilité économique. Vous savez que l'Europe, ça va pas bien. Les États-Unis commencent à se reprendre, puis on voit des signes au niveau de l'Asie, par exemple, où c'est une croissance un petit peu plus modérée. Puis je lisais récemment qu'au Brésil, qui fait partie du BRIC, hein, il y a 5 États qui font partie du BRIC, le Brésil est dans une situation de stagnation là, actuellement. Alors, il y a une situation mondiale au plan de l'économie qui fait en sorte qu'il y a moins d'investissement qui se fait. Et ça, c'est réel à travers le monde. Qu'est-ce que ça occasionne comme problème? Il y a du cash en passant. Dans les entreprises, les investisseurs, ils ont de l'argent. Parce que la récession a toujours un effet bénéfique, pas juste des effets négatifs. L'effet bénéfique, c'est que les organisations sont obligées de faire le ménage, améliorer leur productivité, faire en sorte de se départir des choses qui sont moins rentables, etc. Et donc, l'aspect positif d'une récession, c'est qu'une entreprise est plus productive après une récession, une société est mieux équipée pour faire face, puis c'est un peu comme un cycle. À un moment donné, ça t'oblige à faire certaines choses. Le fait est qu'il y a actuellement de l'argent disponible, mais les investisseurs, il faut comprendre que les gens n'investissent pas juste pour le plaisir de la chose. Ils investissent s'il y a un degré de potentiel de retour sur l'investissement. Donc, comme actuellement la situation économique mondiale est volatile et est instable, c'est sûr que les investisseurs même s'il y a de l'argent, ils ne se bousculent pas aux portes. Qu'est-ce que ça crée, ça, le deuxième effet là-dessus? Ça crée que les investisseurs sont plus à magasiner. Où est-ce qu'ils vont? Parce qu'il y a moins d'investissement. Et ils magasinent, puis ça se trouve que, comme la situation économique mondiale a eu des répercussions, bien, il y a des États qui commencent à se concurrencer royalement là, pour attirer les investissements chez eux. Prenez les États-Unis, par exemple, ils sont en processus de réindustrialisation. Ils offrent des conditions extraordinaires pour une entreprise d'aller établir une usine aux États-Unis parce qu'ils ont, pendant une certaine période, délocalisé vers notamment l'Asie, et là, ils sont en train de relocaliser plusieurs manufactures, et on voit qu'au Québec, ça a eu l'effet négatif sur certaines entreprises. Il faut faire attention. Quand une entreprise, pour un pays comme les États-Unis, le manufacturier de tout ordre est intéressant. Au Québec, on est relativement un petit État, quand on regarde ça, pas en termes géographiques, mais en termes de population, et veut pas, on ne peut pas être bon dans tout. Et plus on va tomber dans les produits génériques d'utilisation commune, moins on est concurrentiel parce que nos coûts de production sont un peu plus élevés qu'ailleurs. Alors, où on peut performer au Québec, c'est dans l'innovation. Plus on va innover, plus on va toujours rester en haut de la parade et plus on a de chances de continuer à croître. Alors, si je prends certaines industries qui ont été délocalisées, ce n'était pas toujours nécessairement les produits les plus haut de gamme, ce n'était pas nécessairement toujours les produits qui étaient les plus innovateurs. Alors, de toute façon, je vous dirais qu'en termes de compétitivité, c'est déjà difficile. Mais le fait est que des États différents attirent. Je vais vous donner un exemple qui touche la région ici. En Arabie Saoudite, ils sont en train, ou ils ont fini de construire une aluminerie qui est à peu près grosse comme tout ce qui se produit au Canada, là, en termes d'aluminerie. Et l'électricité est quasiment gratuite. Alors, on dit qu'ici, on a des ressources énergétiques extrêmement intéressantes, mais la réalité, c'est qu'eux autres, vous savez, les torchères, ça, c'est tu brûles l'excédent de gaz que tu n'es pas capable de raffiner, puis tu n'as pas le temps de raffiner, etc. Il y avait des torchères à grandeur, là, l'Arabie Saoudite. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des torchères pour fabriquer de l'électricité. Tant qu'à perdre de l'énergie, on va la transformer en électricité, et ça a amené à la construction d'aluminerie. Même aux États-Unis, il y a une aluminerie qui est en train de se construire. Et on sait que pourquoi c'est en train d'arriver? Parce que la technologie et l'innovation font en sorte que maintenant, ils exploitent le gaz de schiste, même ils vont exploiter le gaz de pétrole. Ça fait en sorte que ça a complètement changé le portrait de la situation. Alors, pourquoi je vous réponds à ces questions-là? Parce qu'il y a des problématiques internationales, il y a des problématiques de concurrence de d'autres États, et je vous arrive maintenant sur le gouvernement. Le plus gros problème, je pense, par rapport à ça, au niveau du gouvernement, c'est que dans ce contexte-là, le gouvernement est arrivé avec une approche qui est particulière et qui, malheureusement, a créé de l'incertitude. Et je vous ai dit tantôt que dans le domaine des affaires, la chose la plus importante, c'est la prévisibilité. Alors, si dans une campagne électorale puis dans un discours inaugural, vous dites
écoutez, on va changer les règles au niveau de la tarification dans les mines, on va changer les règles au niveau des lois sur l'exploration, sur l'exploitation, etc., bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, les investisseurs qui disent « Moi, je veux avoir un retour sur mon investissement », bien, je vais commencer à regarder les autres endroits où j'ai plus de garantie que je vais avoir mon retour sur l'investissement. Alors, ça peut avoir amené des décisions de ralentir des investissements. Je pense que c'est le cas. Est-ce que c'est dû seulement au gouvernement? Non. C'est dû à une problématique mondiale. Mais le gouvernement n'a pas aidé en créant cette incertitude-là. Et en arrivant avec une décision, puis la question de la tarification dans le domaine des mines, je pense que c'est un bon exemple, où est-ce qu'on augmente encore plus la charge fiscale, moins que ce qui avait été promis. Les gens disent que le gouvernement a reculé. Dieu merci, il a reculé un peu là-dessus, parce qu'il avait promis davantage. Et je pense que le gouvernement a essayé de trouver un compromis entre ce qu'il avait promis et finalement la réalité économique. Parce que si, à la fin, vous n'offrez pas des conditions intéressantes pour attirer les investisseurs, bien, vous ne les aurez pas. Alors, ultimement, le gouvernement a aussi eu des impacts là-dessus. Et c'est pour ça que dans un des communiqués qu'on a fait, et vous le lirez, on dit qu'il faut toujours faire attention avec les périodes électorales ou électoralisme, parce que la réalité nous rattrape une fois qu'on est au gouvernement. Et à un moment donné, il faut toujours faire attention de ne pas jouer avec l'économie non plus, parce que les investisseurs, eux autres, ils n'aiment pas ça. Mais est-ce qu'il y a eu un exode d'entreprises en campagne? On nous disait ça allait quasiment refouler à la colle. Des entreprises? Non, parce que le Québec continue à avoir des atouts extraordinaires. Et quand ce que je vous dis là, c'est important. C'est pas parce qu'on critique des choses qu'on n'a pas... J'ai dit, là, on fait les forces et les faiblesses. On a des forces extraordinaires. Le coût d'opération d'une entreprise au Québec est relativement bien en termes de comparaison si on compare les grandes villes ensemble, parce qu'on n'a pas nécessairement pour l'État au complet, mais les grandes villes. Pourquoi? Parce que le coût du terrain est moins dispendieux au Québec que dans plusieurs autres grandes villes. Mais là, c'est là où joue la compétition. Actuellement, le Texas, il donne le terrain pour amener des manufactures, ou c'est la même affaire au Tennessee. Alors, à quelque part, là, vous comprendrez que la dynamique change au niveau mondial. Le coût de l'énergie est plus faible ici, traditionnellement. Mais là, le gaz est en train de se produire aux États-Unis, le pétrole aussi, puis l'Arabie saoudite, etc., puis ils sont en train de donner l'électricité. Alors, un avantage concurrentiel, on est en train de le perdre, mais on en a un quand même. On a une main-d'œuvre qualifiée, pas nécessairement adéquat avec tous les besoins du marché du travail, mais quand on prend des individus dans un métier donné, ils ont une bonne qualification, une bonne formation. Alors, on a des avantages, mais on a des inconvénients. Et ce qu'on a fait là, au cours des derniers mois, puis je pense que le gouvernement est en train de faire, de faire en sorte de ramener les choses, là, c'est qu'il y a eu une création d'incertitude. Donc, c'est pas que les gens ont déménagé, parce qu'il y a des raisons pour lesquelles ils sont ici, mais il y a certainement des gens qui n'ont pas investi ici ou qui ont été investir ailleurs, soit parce qu'il y avait de la concurrence plus intéressante ailleurs, ou soit parce que l'incertitude faisait en sorte qu'ils n'investiraient pas ici. Merci. Prochaine question, Vicky Boutin, qui sera suivie par Laval-Gagnon. Vicky. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est reconnue comme une région fortement syndicaliste. J'aimerais savoir quelle est votre perception face aux relations de travail ici dans la région. Est-ce que c'est propice à de bonnes relations ou non? Ce n'est pas une question de région, non. Il y a eu un conflit important il n'y a pas si longtemps que ça qui a touché la région de manière assez importante. Vous savez, dans notre bulletin sur la prospérité, on regarde différents indicateurs, y compris les règles sur les relations de travail. On aime ça se dire qu'on est les meilleurs, qu'on en a plus au Québec. Bien, effectivement, dans les réglementations sur les relations de travail, on a plus qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a toujours un petit peu plus de règles qu'ailleurs. Si je prends juste la question des travailleurs de remplacement, de la loi handicap, il y a juste la Colombie-Britannique qui a ça, puis le Québec. Donc, on a un environnement qui a quand même des règles plus restrictives au Québec qu'ailleurs, puis il y a une poussée actuellement pour essayer de vouloir extensionner la notion de travailleur de remplacement, non pas à l'établissement, mais à l'activité économique elle-même. Puis ça, si ça arrive, je vous garantis que les gens vont se bousculer aux portes de la colle de l'Ontario au Nouveau-Brunswick pour déménager leur centre de distribution ou leurs entreprises parce qu'ils ne veulent pas être paralysés par un conflit de travail. Ça toucherait les journalistes. Cela dit, vous savez, c'est pas une question idéologique. Ça a déjà été le cas au Conseil du patronat. On reconnaît que ça prend un équilibre dans la société. S'il n'y a pas de syndicat,
il va y avoir un jour ou l'autre de l'exploitation des travailleurs. C'est ça que ça prend des syndicats. Puis il faut que les syndicats puissent exister, donc ça leur prend un certain environnement pour leur permettre d'exister. Mais en même temps, il ne faut pas que les règles non plus viennent protéger l'activité corporative syndicale à différents titres et non plus les relations de travail. Donc nous, on a des préoccupations sur certaines dispositions des règles en matière de relations de travail. Je vous dirais que c'est sûr qu'actuellement, aux États-Unis, c'est très différent comme portrait. C'est pas nécessairement intéressant pour certaines populations d'avoir à réduire leur salaire, mais s'il n'y a plus de job, les gens sont prêts à réduire leur salaire pour avoir un job. Quand tu es dans un milieu très fortement syndiqué, c'est plus difficile d'avoir des concessions par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'on rentre un paquet de facteurs en ligne de compte. Je donnais tantôt l'électricité. On disait, hey, au Québec, on a l'électricité moins chère, on devrait faire attention, etc. Je vous ai expliqué qu'aux États-Unis, ils vont la donner moins chère. Puis en passant, n'oubliez pas que le tarif des contrats, des ententes de partage de coûts, là, ils disparaissent là, d'ici quelques années, puis on tombe au tarif L. Le tarif L, là, il n'est plus concurrentiel. Il va y avoir 2 États dans le monde qui vont avoir des tarifs d'électricité plus élevés que nous au niveau de la grande entreprise. La Chine puis un autre, je ne sais plus lequel. Le reste des autres États, au niveau du tarif grande entreprise, comme les alumineries, le tarif d'électricité va être plus élevé ici qu'ailleurs. On dit toujours l'électricité, mais la réalité, c'est que les choses changent. Alors, et ça, c'est une difficulté dans un milieu. Il y a des milieux qui réagissent très bien. C'est pas une question de... C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas le fait d'être syndiqué ou non. Parce qu'il y a des syndicats qui réalisent très bien. Dans le domaine du papier, là, il y a eu beaucoup d'ententes, beaucoup d'ententes, parce que les syndicats locaux ont dit, ouais, pour continuer d'avoir une durabilité dans le temps, il faut faire des concessions, etc. Alors, j'aime pas ça dire, fondamentalement, c'est le problème, c'est parce qu'il y a beaucoup de syndicats, ou le problème. Je pense que c'est des philosophies plus locales ou de métier. On le voit dans la construction actuellement, là. On est sur le bord d'une grève ou d'un lockout, là. Il y a un rapport de force qui est particulier de ce côté-là. Puis le rapport de force, là, il va en fonction de l'économie. Hein? Si à un moment donné, l'économie va très bien, le rapport de force va du côté des syndicats, parce qu'à ce moment-là, ils contrôlent l'offre des emplois, c'est-à-dire des employés. Et puis, à ce moment-là, les entreprises sont obligées d'augmenter les conditions pour pouvoir les garder ou les attirer. Et c'est sûr que quand on est dans une période de récession, bien, à ce moment-là, c'est l'inverse. Hein? L'employeur dit, écoutez, si vous voulez la survie de vos emplois, bien, j'ai pas le choix d'avoir des concessions de chez vous. Alors, ça joue comme ça. Alors, il y a des périodes où ça a l'air pire que d'autres, mais la réalité, c'est que si on regarde dans l'évolution, ça bouge comme ça. Le Québec est plus syndicalisé que la plupart des comparables en Amérique du Nord. Pas la plupart, que les autres. On est plus syndicalisé ici. Mais il faut faire attention, une grande partie de notre syndicalisation majeure, c'est que toute la fonction publique, tout le secteur public est syndiqué. C'est pas le cas de partout. Alors oui, on a une plus grande syndicalisation ici, puis oui, on a des règles qui facilitent ça. Nous, on critique certaines choses. Par exemple, pas l'obligation d'un vote secret pour l'accréditation, on trouve ça pas normal. Parce que si les gens pensent que les entreprises font des pressions pour empêcher la syndicalisation, il y a des syndicats aussi qui font des pressions pour obliger la syndicalisation. C'est pas équilibré tout à fait, là. Et deuxièmement, nous, on est intervenu sur un aspect, sur l'utilisation des cotisations syndicales. Nous, on croit que l'utilisation des cotisations syndicales, c'est tout à fait légitime. La formule REN est légitime. Sauf qu'elle doit servir des fins de relations de travail. Si on utilise ces cotisations-là pour financer d'autres groupes, des jeunes pour les frais de scolarité ou ci ou ça, là, on considère que s'ils veulent le faire et qu'ils prélèvent une cotisation volontaire à ce moment-là, ou quand on veut financer une campagne de publicité lors d'une campagne électorale pour dire ne pas voter pour tel ou tel parti, on considère que ça ne va pas dans les relations de travail. Est-ce qu'elle devrait financer un conseil du syndicat? Qui prélève des cotisations volontaires à ce moment-là pour faire ces choses-là, il n'y a pas d'objection. Il n'y a pas de problème à ce qu'un syndicat puisse se prononcer. Mais la formule REN, c'est que les gens sont obligés de cotiser, peu importe leur allégeance politique, peu importe leur idéologie, pour des fins de relations de travail. Tu ne peux pas, après ça, aller utiliser la cotisation en fin de relations de travail puis l'utiliser pour des fins politiques. Là, tu détournes cet argent-là pour d'autres choses. Mais, comme je vous dis, c'est pas qu'on est contre la formule REN. Je pense que c'est légitime que tous les employés bénéficient d'une augmentation ou de meilleures conditions parce que le syndicat l'a négocié. C'est normal qu'ils paient pour ça. Fait que c'est pour ça que la formule REN a sa légitimité. Mais, d'un autre côté,
il faut faire attention à l'utilisation des sommes, parce que les gens qui donnent les sommes d'argent ne sont pas nécessairement d'accord avec l'orientation X, Y, Z en termes politiques ou autres. Prochaine question, Laval-Gagnon, qui sera suivie par Roger Boivin. Oui, M. Dorval, les relations entre le Conseil du patronat et le gouvernement du Québec sont bonnes, je pense, là, depuis plusieurs années. Là. Autant, quel que soit le gouvernement, il y a eu le gouvernement Bouchard, ou même il y a eu toute la question du déficit zéro. On a senti une concertation sous les libéraux, évidemment. Sauf erreur, je pense que Mme Marois a assisté à votre dernière Assemblée générale. Oui. Et donc, même s'il y a des hauts et des bas, là, globalement, les canaux de communication semblent bien établis, puis les gens se parlent à tout le moins, de façon organisée. Du côté fédéral, par contre, surtout depuis que le gouvernement conservateur est là, on a de la difficulté à cerner ce genre de relations-là, probablement parce que la présence politique conservatrice est moins importante au Québec, et se cristallise surtout à travers un ou deux ministres, dont M. Lebel. Mais il en demeure pour moi aussi que le gouvernement fédéral a une action, a une influence économique très grande. Puis je prends l'exemple du domaine des transports particulièrement. Bon, le pont Champlain, toute la question de l'aéroport Trudeau, là, les voies de communication. Ce sont les infrastructures. Oui. Les aéroports, les ports. Nous autres, il y a les trains où on sent bien que les CN est loin d'avoir une attitude d'investissement et tout ça. Je voudrais savoir, et manifestement, les canaux de communication avec le gouvernement fédéral au Québec, même sur le plan économique, sont un peu plus difficiles du seul fait de la faiblesse de la représentation politique. Comment vous voyez ça? Puis est-ce qu'il y a des efforts qui pourraient être faits sur ce plan? C'est une bonne question parce que, honnêtement, les gens ignorent, mais moi, je passe à peu près le tiers de mon temps au niveau des relations gouvernementales, le tiers de mon temps versus le fédéral et les 2 tiers versus le Québec. Il n'existe pas ailleurs au Canada un conseil du patronat qui représente des employeurs. Il existe des chambres de commerce, comme ici, mais il n'existe pas un conseil d'employeurs, comme celui du conseil du patronat. Donc, on intervient beaucoup à Ottawa aussi. Pardon? Depuis Gatineau. Peu importe. Les relations sont bonnes et on le fait de façon non partisane au Québec parce qu'on rencontre tous les caucus. Je dis tous les caucus. C'est pas vrai que j'ai pas rencontré le caucus Québec solidaire. J'ai pas eu d'invitation non plus à rencontrer le caucus Québec solidaire. Je ne vais pas faire je pense que la communication n'a jamais été établie de ce côté-là. Mais avec tous les autres partis, ça se fait. Au niveau Ottawa, c'est la même chose. Je rencontre régulièrement tous les caucus des députés à Ottawa. NPD, Bloc, libéraux, fédéraux, conservateurs, etc. Et vous avez un bon point. Il y a peu de représentants élus au Parti conservateur, donc au gouvernement fédéral. Ça donne... je sais que les gens font travailler très fort, mais en même temps, ils ont... M. Lebel de temps en temps? Oui, tout à fait. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'étais avec M. Paradis dans une longue rencontre sur un dossier qui fait partie des sujets qu'on a avec le fédéral sur la question de la formation de la main-d'œuvre et ainsi de suite. Écoutez, si vous regardez dans le communiqué de presse qu'on a sur le dernier budget fédéral, quand même qui date pas de très longtemps, là, vous verrez qu'on a des félicitations, puis on a aussi des interrogations. On a des interrogations notamment non pas sur les objectifs poursuivis par le changement de l'entente sur la formation de la main-d'œuvre avec le Québec ou les autres provinces, parce que l'objectif, on y croit. Vous savez, la formation liée à l'emploi là, au Québec, là, on est dans les derniers de classe de ce côté-là. C'est-à-dire la formation continue. On n'est pas pire dans la formation en milieu scolaire. On se compare bien. Mais en formation continue liée à l'emploi, on n'est pas bon. Et ce que le gouvernement conservateur essaie de faire avec cette nouvelle subvention à la formation, c'est de faire davantage de formation en entreprise, liée à l'emploi. Et ça, pour nous, on pense que c'est une bonne chose. Alors, c'est un bon exemple. Cependant, on a une structure au Québec qui existe, avec Emploi Québec, qui a déjà intégré les fonctionnaires fédéraux en 98-99 pour faire la job de façon pas avoir 2-3 intervenants sur le terrain. Puis on a la Commission des partenaires du marché du travail sur lequel je siège, qui est le regroupement des employeurs, des travailleurs, du monde du milieu, des organismes d'aide sociaux et l'éducation pour influencer les décisions qui se prennent. Et donc, on a déjà une belle structure en place. Ce qu'on dit au fédéral, c'est on est d'accord avec l'objectif que vous poursuivez, qui est de faire plus de formation liée à l'emploi.
Mais vous n'êtes pas obligé de créer une nouvelle structure au fédéral pour ça. D'ailleurs, on l'a déjà éliminé, là, la duplication. Vous pourriez quand même utiliser les infrastructures qui existent au Québec, avec Emploi Québec, puis vous entendre quant à la façon de rédiger les comptes, de faire la reddition de comptes, etc. Donc, en réponse à votre question, il y a des bonnes idées dans l'approche du gouvernement fédéral sur certains sujets. Il n'y a pas une grande sensibilité à cause du poids démographique là, sur les spécificités qu'on a au Québec. Puis j'en donne un, c'est celui sur la formation de la main-d'œuvre. Il y en a d'autres. Mais je pense qu'on a un travail à faire, puis c'est ce qu'on fait. Et en même temps, ça ne doit pas être facile non plus pour un ministre fédéral actuellement être au Québec, parce que évidemment, son poids démographique dans l'ensemble du caucus, c'est pas mal plus faible, ou au Conseil des ministres qu'autrement. Merci. Prochaine question, Roger Boivin, qui sera suivi par Benoît Chevalier, TVA. Alors, bonjour, M. Dorval. Merci d'être présent ce matin. Vous avez abordé un peu la question tout à l'heure du tarifel qui perd de sa compétitivité mondiale, d'une part, mais aussi le taux de change qui fait que, notamment avec le voisin américain, l'arrivée du gaz de schiste, pétrole de schiste, qui va abaisser, qui a commencé, mais qui va continuer à baisser, notamment dans l'industriel, le prix de l'énergie. Donc, le positionnement relatif de notre tarifel est très en péril. D'autre part, on a déjà 4000 mégawatts de surplus d'énergie. C'est gigantesque, là. Et on construit 1500 mégawatts sur la Romaine. Qui va prendre le leadership de la question, là? C'est-à-dire qu'on va avoir bientôt 5000, 6000 mégawatts de trop. On n'a pas de clients. Est-ce qu'on va abaisser le tarifel? C'est sociétalement difficile à discuter, je le sais, mais qui va prendre le leadership de façon où on va le vendre aux Américains pas cher ou à l'Ontario, on va acheter une société ontarienne au lieu d'acheter au Nouveau-Brunswick? Puis, je ne sais pas, mais il va falloir en parler de ça, là, parce que ça coûte cher. Je suis content que vous posiez la question. C'est un peu l'enjeu que je vais traiter ce midi. En fait, les Québécois ont de l'information, mais malheureusement, il n'y a peut-être pas suffisamment d'informations crédibles qui leur est communiquée sur l'impact positif que le développement économique peut avoir sur leur qualité de vie. Pourquoi je dis ça? Vous savez comme moi qu'il arrive, par exemple, le Plan d'Or. Il arrive des projets comme celui-là, puis exploration pétrolière en Gaspésie, etc. Les Québécois, leur première réaction, je ne dis pas de tous les Québécois, mais première réaction de beaucoup de Québécois, ce n'est pas le cas en Abitibi pour les mines, mais c'est le cas ailleurs, dans d'autres choses, c'est d'avoir ça comme une menace à sa qualité de vie, à cause des questions environnementales, etc. On voit ça comme une menace. Alors que la qualité de vie des individus, pour se la payer, il faut être en mesure de faire aussi du développement économique. Il faut que le gouvernement serve de distributeur équitable. Donc, s'il y a de la richesse qui se développe au plan de l'économie, il faut que le gouvernement puisse la redistribuer de façon juste et équitable dans la société. Ça, c'est correct, c'est la fonction d'un gouvernement. Et soit dit en passant, dans tout le débat là, sur l'écart entre les riches et les pauvres, là, actuellement, là, il s'est développé un écart plus grand, y compris dans les pays scandinaves, en passant. Là. Il y a un endroit au monde où c'est pas en train d'arriver, c'est au Québec. Puis il y a une raison pour ça. On a moins de pauvres qu'ailleurs, mais on a moins de riches qu'ailleurs. On est tous dans le milieu. Alors, ça fait en sorte qu'on est quand même pas mal équitable. Je ne parle pas de quelques banquiers qui ont des gros salaires, là. On met ça de façon générale sur une population donnée, là. Donc, la question de l'électricité, les gens voient ça comme une menace de dire « Hey, pourquoi je le donnerais à plus bas prix pour une grande entreprise? » Bon, la première des choses, si on faisait vraiment la politique du juste prix, les gens se retrouveraient avec une drôle de situation. Parce que la réalité, c'est que le tarif domestique est subventionné. Hein? Parce que le coût de distribution de l'électricité pour chaque domicile, chaque logement, est un coût plus important que d'alimenter une seule usine. Donc, le coût de distribution représente un coût réel dans le coût total de la facture. Et actuellement, au Québec, le coût de distribution au niveau résidentiel est subventionné, c'est-à-dire qu'il n'est pas le prix qu'il reflète en réalité économique. Ceux qui payent le plus, remarquez que ce n'est pas la grande entreprise, c'est les commerces institutionnels. Eux autres, le tarif moyen, là, eux autres payent plus cher proportionnellement que toutes les autres catégories. Mais le tarifel aussi. Il est plus orienté vers le juste prix, mais il est quand même moins que le domestique, qui, lui, est vraiment subventionné. Alors, la population ne le sait pas. La population dit au contraire, je veux avoir un tarif plus bas parce que c'est ma facture. Et je le comprends. Ça fait partie de la qualité de vie. Sauf que la réalité, c'est qu'il est subventionné. Donc, les gens ne savent pas ça. La deuxième des choses, ils ne comprennent pas la dynamique du retour sur l'investissement sur un projet de développement économique. Je vous donne l'exemple des mines. Je regardais pour la région.
Le salaire moyen direct relié à des emplois miniers, là, c'est plus de 100 000 par année. C'est plus de 100 000 par année. Il y a au Québec à peu près 18 000, presque 20 000 emplois directs reliés aux mines. Il y a 38 000 emplois indirects associés aux mines. Écoutez, c'est des salaires importants, ça, 100 000 et plus. Si vous regardez 20 000 emplois à 100 000 au taux d'imposition qu'on a, c'est 2 milliards de dollars qui rentrent dans les coffres du gouvernement en impôts, juste en impôts, là, sur le revenu, etc. Alors, la question, ça ne devrait pas être de dire on devrait mettre des contrôles plus rigoureux, une réglementation désincitative, etc. On devrait se dire, à chaque fois qu'on va créer une nouvelle mine, c'est des emplois à 100 000 qui rentrent dans l'économie. Alors, et ça veut dire que la redistribution, parce qu'on redistribue quand même pas mal fortement au Québec, là, ça veut dire que l'ensemble des citoyens vont en bénéficier. Alors, si on regarde seulement le tarif, on peut trouver que peut-être donner un avantage à une entreprise, quoique, comme je vous ai dit, le tarif domestique est déjà subventionné. Mais par ailleurs, on devrait regarder le rendement qui est donné aussi grâce à l'emploi. Et ça, c'est énorme dans une société. Alors, pour moi, je pense que c'est le genre de choses qu'on doit prendre en ligne de compte parce qu'au total, pour le bien-être, la qualité de vie de chaque citoyen, plus il va y avoir du développement économique, surtout avec des salaires élevés, comme dans l'industrie aluminium ou autre, c'est 90 000 je pense, en moyenne de salaire dans l'aluminium, puis c'est plus de 100 000 dans les mines. Écoutez, honnêtement, là, ça fait un retour sur l'investissement magnifique au Québec. Merci. Prochaine question, Benoît Chevalier, qui sera suivi par Catherine Delisle. J'aimerais revenir sur les relations de travail. Ma collègue en a parlé un petit peu tantôt, vous également, mais au niveau plus particulièrement des lock-outs. Il y a eu plusieurs exemples récents dans la région. À votre avis, est-ce qu'on sent une tendance à ce niveau, de ce moyen de pression-là au niveau des entreprises? Si c'est le cas, j'aimerais vous entendre là-dessus, moi, M. Statistiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu 2-3 lock-outs qui ont fait particulièrement de bruit au Québec, le Journal de Montréal, entre autres, puis ici à Alma. La réalité, c'est quand on regarde statistiquement avec le reste du Canada, là, on n'a pas plus de lock-out de façon générale qu'on trouve ailleurs. Il faut toujours faire attention d'une année à l'autre. Parce que ce que je vous ai expliqué, il y a des conditions à un moment donné. C'est pas les relations de travail qui font ça. Hein? C'est qu'à un moment donné, s'il y a une pression économique plus forte, c'est sûr que le rapport de force va être un petit peu plus fort d'un bord ou de l'autre bord. Alors, on va assister à plus de grèves ou à plus de lock-out en fonction de ce rapport de force-là. Et c'est une réalité. Mais quand on le regarde de façon longitudinale, avec sur plusieurs années, non. Au contraire, et même la CSN, vous allez interviewer M. Letourneau quand il va venir, posez-lui la question. Les conventions collectives négociées par la CSN, il y a moins de 2 qui font l'objet d'un conflit de travail. Moins de 2 font l'objet d'un conflit de travail. C'est-à-dire que les relations de travail, ça va plutôt bien. Maintenant, si vous touchez le Journal de Montréal, c'est sûr que sa place publique, là, vous allez en entendre pas mal plus parler. C'est des journalistes, etc. Ou si vous êtes dans la région, Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis qu'il y a une grosse entreprise qui est touchée, c'est sûr que vous allez en entendre parler plus qu'ailleurs. La réalité, là, statistiquement, il n'y a pas... Au contraire, ça diminue le nombre de conflits. Les relations de travail sont plutôt positives. La paix sociale est plutôt positive au niveau des relations de travail. Moins de 2 de conflits dans les négociations collectives, ça veut dire que ça en négocie un mot juste de paquet sans problème. Le plus bel exemple, c'est l'entente que le Saguenay vient d'avoir avec ses employés sur le régime de retraite. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Des concessions qui sont faites. Puis là, ça se fait. Parce que les partis aussi sont de plus en plus éduqués. Vous savez, un des mérites du Fonds d'action et du Fonds de solidarité du Québec, là, un des mérites que ça a, c'est d'avoir fait de l'éducation économique auprès des gens qui font du militantisme syndical aussi. Et ça, c'est pas à négliger. Parce que aujourd'hui, les syndicats, moi, je rencontre Jacques Letourneau, Michel Arsenault et François Vaudreuil et les autres de façon régulière chaque semaine. Notre relation est empreinte de beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour eux, puis eux autres aussi pour moi. Et honnêtement, quand on regarde les choses aujourd'hui, puis on est assis à certaines tables, je peux vous dire qu'on a des discussions là, qui sont très, très pragmatiques autour de la table, puis très, très réelles. C'est sûr que dans des instances, que ce soit syndicales ou patronales, là, on n'est pas tout seul il y a bien du monde, puis ils peuvent être touchés différemment l'un ou l'autre. Fait que c'est pas toujours vu de la même façon. Mais de façon générale, les discussions sont très respectueuses, mais aussi très pragmatiques. Et
Et je regarde, là, on vient dans l'Est de Montréal de faire une coalition avec le syndicat des raffineries de pétrole, avec le monde patronal, pour parler d'un projet qui est Enbridge, le renversement de la ligne 9 de Enbridge Pipeline, pour amener le gaz, le pétrole, continental à Montréal par pipeline. C'est un bon exemple. On est côte à côte, puis on a fait des entrevues, le président du syndicat local et moi, abondamment sur cette question-là. Puis je l'ai entendu plus parler de chaîne de valorisation puis de richesse que moi, j'ai utilisé dans mes propres mots. Et puis ça, c'est le résultat de l'éducation économique, puis du Fonds de solidarité, puis du Fonds d'action, puis etc. M. Dorval, vous avez devancé une de mes questions que je m'étais promis de poser. Je ne veux pas trop les faire bien pareil quand même. Non, mais vous avez parlé du salaire des banquiers. Il y avait un tableau, je pense que c'est la semaine dernière, oui. Fourni par la presse canadienne, des 10 plus hauts salaires des banquiers au Canada. Oui. Le plus haut banquier, bon, j'ai pas la liste, ça allait de 12 millions en descendant, 12, 11, 10 millions. Oui. Comment on peut défendre un tel système économique où un dirigeant d'une banque gagne 12 millions par année? Comment on peut défendre un système économique et expliquer aux travailleurs et expliquer aux gens dans la population qu'eux doivent payer ci et ça et leur salaire doit être d'un certain niveau pour respecter le développement économique. Et de l'autre côté, on a des dirigeants qui gagnent des salaires de 7, 8, 9, 10, 11, 12 millions. Comment on peut défendre ce système économique-là? Là, vous me mettez dans une situation particulière. Je représente beaucoup d'entreprises, notamment... Pour ça, je vous la pose. Écoutez, je vous ai dit, il y a des forces et des faiblesses. Je vais toujours être balancé dans mes propos. Première des choses, si je regarde le côté réel, les banques au Canada ont mieux performé que partout dans le monde. Et leur régime est basé sur, entre autres, des résultats. Puis leurs résultats sont excellents. Alors, les régimes de bonification reflètent les résultats. Ça, c'est au Canada. Première des choses. Ça ne veut pas dire que les systèmes de bonification ont toujours été bons partout. Et on a vu des chefs d'entreprise avoir des bonifications alors que leur compagnie s'en allait dans le déficit, là. Mais ce n'est pas le cas des banques. C'est résolu, il me semble, si je me souviens. C'est pas le cas des banques. Ils performent bien. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, vous voyez, c'est un autre défi, je vais en parler encore ce midi. Vous savez, quand j'ai dit l'impact de l'économie, etc., si je vous disais qu'à chaque fois qu'une banque verse des dividendes parce qu'elle fait plus de profit, les gens peuvent dire « Ah, ben, je me fais fourrer parce que je paye plus cher, parce qu'ils me taxent, etc. Ils me font payer plus cher mes frais de service, etc. » Mais si je vous disais que les principaux actionnaires des banques, c'est des fonds institutionnels dont la caisse de dépôt. Les fonds institutionnels, c'est peut-être votre caisse de retraite, c'est peut-être la caisse de dépôt. Ça veut dire que votre retraite, comme individu, comme Québécois, va se bonifier, va se sécuriser en fonction du revenu que les entreprises vont générer. Mais ça, c'est en termes de l'entreprise, dividendes mais et profits. qu'un dirigeant gagne 12 millions. Ça, c'est la première des choses. Vous savez, l'histoire de la rémunération, de façon traditionnelle au Québec, la rémunération de nos chefs d'entreprise était inférieure ailleurs dans le monde. Ça, c'est la première des choses. Est arrivé un jour une belle règle dans le domaine des valeurs mobilières. L'obligation de publier toute la rémunération des 5 personnes les plus rémunérées dans chaque entreprise à action. Qu'est-ce que vous pensez que ça a fait au Québec? Un président de banque qui gagnait, mettons, 2 millions de dollars au total de sa rémunération, puis qui apprend dans la circulaire que ses collègues américains, français ou dans d'autres provinces gagnent 12 millions. C'est quoi la réaction, vous pensez, qu'il y a? Son conseil d'administration dit « Hey, je ne veux pas le perdre. Je ne veux pas qu'il s'en aille là-bas. Il me donne des bons résultats, etc. » Donc, la première des choses, c'est que la transparence, qui est une très bonne chose pour les actionnaire, a créé le système inverse. C'est-à-dire qu'on est parti d'un système où on était en bas à dire « On va s'équilibrer. » Et le pire dans ça, c'est que l'équilibre est toujours vers le haut. Hein? C'est que veut pas. Les autres n'ont pas dit « On veut gagner comme au Québec ». Ben non, c'est que si, par exemple, la dynamique de la rémunération, elle est pareille que ça pour les employés professionnels ou les hauts cadres. On essaie de fixer comme objectif stratégique dans une entreprise un positionnement par rapport à un percentile. Okay? C'est comme ça que ça fonctionne, la rémunération. On dit,
Moi, là, je voudrais me situer dans le 80 percentile. Si par la communication, l'information, la transparence, vous vous apercevez que vous êtes à 10 vous allez monter à 80. Mais celui qui voulait être à 85, si vous montez à 80, 85 est encore plus haut. Fait que c'est juste une mécanique. C'est juste une mécanique d'addition. Maintenant, est-ce que les gens sont tous satisfaits de ça? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on devrait changer la structure, etc. Puis je pense que c'est aux actionnaires à prendre ces décisions-là. C'est une bonne question que vous posez, parce que celui qui décide à la fin, c'est les actionnaires. Or, regardez ce qui se fait actuellement. De plus en plus, c'est du militantisme d'actionnaires pour dire à l'Assemblée générale, nous, on ne l'accepte pas. Ça s'est passé, là, il y a une rémunération pour une entreprise qui n'allait pas bien, là. Les actionnaires ont dit « no way ». Il n'a pas eu sa bonification. Mais à quelque part, c'est eux autres qui doivent prendre la décision, parce que c'est l'actionnaire. Alors, votre question, elle est pertinente. J'essaie de vous donner un background historique, puis voir un peu qu'est-ce qui se passe dans tout ça. Puis je ne crois pas que nos chefs d'entreprise québécois doivent mériter moins qu'ailleurs, mais en même temps, ou Canadiens, là, moins qu'ailleurs, mais en même temps, il faut comprendre aussi que c'est vrai que ça peut être frustrant pour un employé de dire, écoute, moi, je gagne, tu sais, la rémunération est peut-être 300 fois plus élevée que le salaire moyen dans un cas ou dans un autre. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Moi, j'ai admiré un président, entre autres, Yvon Charest, président de l'Industrielle Alliance, au Québec, qui a fait des déclarations très, très claires, très importantes là-dessus. Ce qu'il faut, c'est que les conseils d'administration, via les assemblées générales, fixent des objectifs en termes de structure avec des résultats et qui respectent. Parce que si à la fin, tu n'as pas ton résultat, puis tu dis « Ah oui, mais je ne l'ai pas eu à cause de telle chose », puis finalement, on te donne pareil tes bonnies, c'est là où ça devient dysfonctionnel. Mais la réalité, c'est que je vous le dis, pourquoi est-ce qu'un chef d'entreprise canadien ou québécois, il dirait « Moi, je vaux moins qu'un autre », tu sais? Alors, il y a cette question-là de concurrentiel. Puis en même temps, c'est légitime que des gens se disent « Bien, moi, si je gagne 40 000 ou 35 000 ou 50 000, je trouve que c'est disproportionné de gagner. » Ou n'oublions pas qu'à la fin, la plupart de ces chefs d'entreprise qui ont des gros revenus vont en redonner énormément en philanthropie. Moi, je connais un chef de banquier là, qui a décidé de carrément prendre 50% de tous ses revenus puis les mettre dans une fondation pour donner de la philanthropie dans les universités, dans les établissements de santé, etc. N'oublions pas que actuellement, le mouvement des gens d'affaires responsables qu'on voit les plus riches au monde, les gens qui ont comme Gates, exactement, excusez-moi, et autres gens comme ça, au Québec, Jarilowski, etc., c'est des bons exemples. Je pense qu'à quelque part aussi, là, il faut comprendre que les gens, là, ils ne mettent pas ça dans leur poche, puis c'est fini là. Les gens contribuent aussi à la société. Merci. Prochaine question, Catherine Delisle, par la suite, Roger Boivin. Monsieur Dorval, vous avez parlé beaucoup de l'importance de l'investissement, notamment dans les mines, dans d'autres secteurs, mais que les gens ne semblent pas comprendre l'importance du retour de ces investissements-là. Mais comment cela se fait-il? Le message ne passe pas? Oui, c'est de ça que je vais parler ce midi, mais je peux vous en parler. Quand les journalistes ne seront pas là, vous allez dire que c'est de notre faute? Non, je suis plutôt une personne très... en fait, moi, je crois beaucoup à la responsabilité de chacun. Si, actuellement, la confiance que les gens ont versus les porte-paroles d'affaires, versus les porte-paroles humains, si ça a changé beaucoup, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour être meilleur? Pas seulement comme communicateur, mais dans nos actions aussi. Puis deuxièmement, on a analysé qu'est-ce qui se passait du côté des groupes de pression contre. Je vous ai appelé comme ça, là. Ils ont été très bons. Il faut reconnaître leur force. Quel groupe de pression vous parlez? Des groupes de pression contre, on va les appeler comme ça, quels qu'ils soient. Contre ci ou contre ça, parce que quand il y a un projet, il y a toujours quelqu'un qui est contre. Et les gens d'affaires ont été squeezés. Les gens d'affaires ont été squeezés parce qu'ils n'ont pas, les mêmes pratiques. Par exemple, vous savez que quand une personne dans une entreprise, j'ai été porte-parole d'entreprise pendant presque 35 ans, quand on parle, là, tu ne peux pas dire ce que tu penses ou ce que tu veux. Tu es obligé de vérifier puis de faire attention parce que ça a des conséquences.
Quand tu es sur les médias sociaux, ça n'a pas de conséquences. Quand tu es dans le domaine corporatif, ça a des conséquences énormes. Tu vas être poursuivi, et ainsi de suite. Alors, il y a je dirais, une petite réserve chez les gens d'affaires. Deuxièmement, les gens d'affaires, quand ils ont voulu intervenir, souvent c'est par à-coup, par réaction. Si on est promoteur d'un projet, on est perçu comme étant le conflit d'intérêt. Tu fais la promotion d'un projet, tu veux faire un nouveau projet, tu veux investir à quelque part. Les gens vont dire, on sait bien, ce qu'il dit, c'est juste pour justifier son projet, donc il n'est pas crédible. Et là, il y a des groupes de pression contre qu'eux autres ont l'air crédibles. On ne regarde pas toujours quel est le réel membership de ces gens-là, parce qu'ils ne représentent pas nécessairement des grands groupes. Deuxièmement, on ne vérifie pas non plus toujours ce qu'ils disent. On essaie d'offrir une espèce d'équilibre entre les différents porte-paroles. La personne du monde corporatif, elle doit s'assurer que tout ce qu'elle dit est supporté. L'autre groupe peut dire toutes sortes de choses sans nécessairement les supporter. Mais ils ont été très bons aussi à utiliser, entre autres, actuellement, les médias sociaux. J'en ai déjà parlé. Alors que le monde corporatif est tout à fait mal à l'aise. Parce que le média social, c'est une conversation d'individu à un individu. C'est pas une conversation entre une corporation ou une institution avec un individu. C'est une communication entre un individu et un autre individu. C'est totalement différent. Et vous ne pouvez pas faire la même chose. On peut faire une chose, pas la même chose, mais une chose, mais il faut s'y attarder. Et ce que les gens d'affaires ont comme problématique, c'est, en général, on vit dans un monde de concurrence. Alors, s'associer, puis moi, c'est l'objectif du Conseil du patronat, c'est d'allier, regardez notre signature, c'est s'allier pour la prospérité, d'associer tout le monde à dire, on va travailler ensemble pour un bien commun, c'est pas facile, parce que les gens sont, de façon générale, en concurrence les uns avec les autres. Alors, les gens vont être très bons pour parler de leur entreprise ou de leur domaine, mais s'associer ensemble, c'est plus difficile. Et je dois dire que dans ce discours-là, il faut aller toucher le cœur des gens. Puis souvent, les présidents de grandes entreprises, etc., vont essayer d'aller toucher juste le rationnel. On ne touche pas le cœur des gens. Et si nos Québécois en particulier sont des gens qui aiment particulièrement la joie de vivre et la qualité de vie, il va falloir que tu commences par les toucher là avant de les toucher là. Alors, veut pas, on a un problème. Il faut s'examiner, voir comment les autres réussissent et adapter ça au discours. Il faut être dehors. Quand il y en a qui parlent, des fois, ils vont faire la morale. Les Québécois ne veulent pas se faire donner la morale. Les Québécois veulent se faire dire, tu veux me raconter ton expérience? Je suis prêt à t'écouter. Si tu me parles de choses que je sais que tu connais puis que tu vas me raconter ce que tu vis, oui. Mais tu vas commencer à me faire la morale en disant, je sais pas, moi, tu travailles pas assez fort ou des choses comme ça. Québécois va dire « Hey, un instant. » Il y en a un qui a essayé. Je vais vous arrêter là-dessus, M. Dorval. C'est tout le temps qu'on a. Désolé, Roger. La question ira dans une prochaine émission. Donc, merci beaucoup à tout le monde.